Au cours de ces dernières années, les zombies ont pris une place importante au sein de notre culture populaire, à tel point qu'on les retrouve maintenant que ce soit dans les livres, les comics, les films ou encore les jeux vidéo. Si cette créature fascine autant qu'elle effraie, le côté surnaturel qu'elle présentait à ses débuts s'est peu à peu estompé pour laisser place à une nouvelle version du personnage plus ancrée dans notre réalité. Mais du coup, pourrait-on créer un zombie ? Avant toute chose, il va falloir distinguer les différentes catégories de zombies. En effet, si dans un premier temps le terme de zombie renvoie au culte vaudou haïtien dans lequel un mort est littéralement ramené à la vie par le biais d'un sorcier et sous l'emprise de ce dernier, on va complètement faire abstraction. En effet, jusqu'à preuve du contraire, on ne ramène pas les morts à la vie. Face à cette première conception s'oppose la conception occidentale du terme zombie, dans laquelle on va prendre un humain tout à fait lambda, ce dernier se verra contaminé puis transformé du coup en monstre assoiffé de chair fraîche. Du coup, qu'est-ce qui pourrait nous faire passer de ceci à ceci ? L'hypothèse que l'on retrouve le plus souvent dans les scénarios fait état d'une infection virale touchant spécifiquement le cerveau d'humains vivants. En effet, rappelez-vous, on ne ranime pas les morts. Du coup, pour qu'un zombie puisse marcher dans les deux sens du terme, il faut qu'il ait conservé un minimum d'activité cérébrale et que son cœur ait continué de battre. Du coup, récapitulons, il nous faut un virus spécifique au cerveau capable de provoquer les symptômes suivants, à savoir une semi-mort cérébrale, de l'agressivité et une faim incontrôlable. Le virus que l'on connaît et qui se rapproche le plus des symptômes précédemment énoncés est le virus de la rage. Ce dernier provoque une encéphalite, à savoir une inflammation du cerveau. Ce dernier se transmet par le biais d'une morsure et va attaquer le système nerveux. Plus la morsure est proche du cerveau, et plus les symptômes vont avoir tendance à apparaître rapidement. Symptômes qui rappellent ceux énoncés précédemment avec de l'anxiété, de la confusion, des troubles du comportement, des hallucinations pouvant conduire à certains délires. A priori, on est bon. Petit hic, la période d'incubation. En effet, celle-ci va généralement de 1 à 3 mois. Un peu lente la transformation en zombie, non ? Alors comment booster ce virus et le rendre d'autant plus virulent ? On pourrait le modifier génétiquement et ainsi raccourcir dans un premier temps sa période d'incubation, mais par la suite on pourrait également lui faire changer son mode de dispersion en lui faisant emprunter une autre voie connue d'un autre virus, celui de la grippe. Ainsi le virus se répandrait non seulement par le biais de la morsure, mais également par les airs, ce qui lui ferait couvrir beaucoup plus de territoire, beaucoup plus rapidement. Le seul point noir à cette modification, c'est que les modifications géniques sont extrêmement longues et extrêmement coûteuses, d'autant plus que ces deux virus à la base ne s'hybrident pas. Donc on pourrait conclure la première partie de cette vidéo en disant que la création d'un virus zombie n'est pas encore à l'ordre du jour. Néanmoins, des cas de zombification n'existent-ils pas déjà dans notre nature ? Un exemple que j'ai trouvé particulièrement intéressant, c'est le cas d'un jeu vidéo sorti l'été dernier sur PlayStation 3, à savoir The Last of Us. Même si précédemment on a pu voir que la création d'un virus zombie n'était pas forcément à l'ordre du jour, dans ce jeu vidéo ils sont partis d'un postulat différent, l'utilisation du champignon Cordyceps. Ce qui est intéressant, c'est que dans le jeu vidéo on fait état d'un virus Cordyceps ayant touché près de 60% de la population mondiale, l'ayant réduite soit à néant, soit l'ayant transformée en zombie, ce qui représente environ 4,25 milliards d'individus, et si vous ne vous le représentez pas, 4,25 milliards d'individus, c'est 4 ou 5 fois la population actuelle en Inde ou en Chine. Ce qui est étonnant, c'est que ce champignon existe bel et bien. En effet, Cordyceps ou Cordyceps unilateralis est une sorte de champignon que l'on va retrouver dans les forêts dites tropicales. Les spores de ce champignon se déposent sur la surface externe de la fourmi. Elles vont pénétrer via les orifices respiratoires, infectant le corps de l'organisme, sans toucher les organes vitaux. Une fois le champignon prêt à se reproduire, ces filaments vont grandir jusqu'au niveau du cerveau, sécrétant une substance chimique dans le corps de l'insecte, la parasitant et la transformant en zombie. Dès lors, la fourmi montera au sommet d'une plante, plantera ses mandibules à l'intérieur d'une tige, et à ce moment-là, les filaments du champignon mangeront le cerveau de la fourmi, puis pousseront au-dessus de l'organisme. Une fois le champignon prêt, il libérera de nouveau des spores et répétera inlassablement son cycle. À travers mes différentes recherches, j'ai pu voir qu'il existait différentes souches de Cordyceps s'attaquant à diverses espèces, que ce soit des vers ou des araignées. Mais jusqu'à présent, je n'ai vu aucune espèce contaminant l'homme. Donc, jusqu'à preuve du contraire, on peut encore consommer ces champignons. En effet, ce sont des champignons très réputés en Asie pour leurs vertus aphrodisiaques. Même si la venue de zombies a tendance à en émoustiller certains,
Il faut savoir que pour l'instant, on n'en est pas là. Néanmoins, les scientifiques avancent dans cette voie et cherchent ainsi à comprendre le fonctionnement de certaines maladies ou certaines épidémies. D'ailleurs, je vous laisserai dans la description de cette vidéo un article traitant de la création d'une cellule zombie. Voilà, c'est tout pour moi, pour cette première chronique. Je vous remercie de l'avoir regardé et je vous dis à la prochaine.